pourquoi le temps ne va-t-il que vers l'avant? Symétrie, flèche et mémoire. Cette question simple cache l'un des mystères les plus profonds de l'univers. Vous sentez le temps passer, seconde après seconde, toujours dans la même direction. Vous vieillissez, les souvenirs s'accumulent, les œufs cassés ne se réparent jamais. Pourtant, si vous plongez dans les équations fondamentales qui gouvernent la réalité, vous découvrirez quelque chose de dérangeant. Nulle part dans ces lois mathématiques n'apparaît cette flèche du temps. Les équations de Newton, de Maxwell, même celles d'Einstein, fonctionnent aussi bien en marche avant qu'en marche arrière. Alors pourquoi votre vie ne fonctionne-t-elle que dans un sens? Voici la promesse concrète de ce parcours. Dans les 60 prochaines minutes, nous allons démêler ce paradoxe qui hante les physiciens depuis plus d'un siècle. Nous ouvrons 2 boucles de curiosité que nous résoudrons ensemble. Boucle numéro 1, la révélation surprenante sur l'origine cosmique de la flèche du temps, un secret enfoui dans les premiers instants de l'univers. Boucle numéro 2, la twist contre-intuitive qui montre que ce que vous appelez mémoire n'est qu'une illusion thermodynamique. Les enjeux personnels sont vertigineux. Si le temps n'a pas de direction privilégiée dans les lois physiques, alors votre sentiment de progresser vers le futur est-il réel ou construit? Cela change tout dans votre rapport à l'existence. La feuille de route est claire. D'abord, nous explorerons pourquoi les lois fondamentales sont symétriques. Ensuite, nous plongerons dans l'entropie et le deuxième principe de la thermodynamique. Enfin, nous révélerons le lien caché entre le Big Bang et votre perception du présent. Avant de plonger plus profondément, si cette question vous fascine autant qu'elle m'obsède, abonne-toi à El Observador Quantico. Chaque semaine, nous explorons ces énigmes qui se cachent à la frontière entre physique et philosophie. Et dis-moi en commentaire depuis quel pays tu nous regardes. Je suis curieux de savoir où cette réflexion sur le temps nous réunit aujourd'hui. Commençons par 2 définitions en langage clair. Premièrement, la symétrie temporelle. C'est l'idée qu'une loi physique produit le même résultat qu'on la fasse tourner vers le futur ou vers le passé. Imaginez un film de planètes en orbite. Si vous le passez à l'envers, les trajectoires restent parfaitement conformes aux lois de la gravitation. Deuxièmement, la flèche du temps. C'est cette asymétrie apparente qui fait que certains processus ne se produisent que dans un sens. Un verre se brise en tombant, mais les morceaux ne sautent jamais spontanément pour reformer le verre intact. Voici l'analogie qui clarifie tout. Pensez aux lois physiques comme aux règles d'un jeu d'échecs. Ces règles ne disent pas dans quel sens vous devez jouer la partie. Vous pourriez théoriquement rejouer tous les coups en sens inverse. Pourtant, dans la réalité, personne ne joue aux échecs à rebours. La limite explicite est cruciale. Cette symétrie temporelle des lois fondamentales ne dit pas que tout dans l'univers est réversible. Elle dit simplement que les règles elles-mêmes ne privilégient aucune direction. Voici maintenant une micro-histoire pour ancrer le concept. Imaginez-vous dans un vaisseau spatial, loin de toute gravité, avec une bille d'acier parfaite flottant devant vous. Vous lui donnez une pichenette. Elle traverse l'espace en ligne droite à vitesse constante. Maintenant, filmez cette scène et passez le film à l'envers. Que voyez-vous? Exactement la même chose. Une bille traversant l'espace en ligne droite. Rien dans la physique newtonienne ne vous permet de dire si le film est en marche avant ou arrière. Les équations ne portent aucune marque temporelle. Mais attendez, ajoutons maintenant de la friction, de l'air, de la chaleur. Poussez cette même bille sur une table rugueuse. Elle ralentit, s'arrête, chauffe légèrement la surface.
Passez ce film à l'envers et tout devient absurde. Une bille immobile qui soudain accélère toute seule en refroidissant la table. Cela ne viole aucune loi de conservation d'énergie. Pourtant, vous savez instinctivement que c'est impossible. Pourquoi? Voilà la question qui ouvre notre enquête. Où se cache la flèche du temps si elle n'est pas dans les lois fondamentales? Ce paradoxe soulève quelque chose de déstabilisant pour votre intuition. Vous vivez dans un univers gouverné par des règles mathématiques parfaitement réversibles, et pourtant votre expérience quotidienne est saturée d'irréversibilité. Les œufs se cassent, les étoiles vieillissent, les souvenirs s'accumulent toujours vers ce que vous appelez le passé. Si les lois physiques ne portent pas cette direction, d'où vient-elle? Est-ce une propriété émergente, une illusion statistique ou quelque chose d'encore plus étrange? La réponse nous force à repenser la même du temps. Pendant les 150 dernières années, les plus grands esprits scientifiques se sont heurtés à cette énigme. Ludwig Boltzmann y a consacré sa vie et en est devenu fou, littéralement. Albert Einstein a écrit que la distinction entre passé, présent et futur n'était qu'une illusion obstinée. Richard Feynman a déclaré que la flèche du temps était la symétrie la plus profonde de l'A. Et nous n'avons toujours pas de réponse définitive. Ce que nous avons, en revanche, ce sont des indices troublants dispersés à travers la thermodynamique, la mécanique quantique et la cosmologie. Ces indices, pièce par pièce, dessinent un tableau qui va radicalement transformer votre compréhension de ce qu'est le temps. Alors, posez-vous cette question. Si vous pouviez inverser chaque particule de l'univers, donner à chaque atome exactement la vitesse opposée, que se passerait-il? Les lois physiques disent que l'univers reculerait dans le temps, défaisant tout ce qui s'est produit. Mais alors pourquoi cela ne se produit-il jamais spontanément? Pourquoi l'univers choisit-il obstinément d'avancer? La clé se trouve dans un concept qui semble abstrait mais qui gouverne chaque instant de votre vie, l'entropie. Et c'est précisément là que notre voyage devient vraiment fascinant. Plongeons maintenant au cœur du paradoxe. Les lois fondamentales de la physique sont réversibles. Cela signifie que si vous prenez n'importe quelle équation décrivant le mouvement des particules, des ondes ou des champs et que vous inversez le signe du temps, l'équation reste parfaitement valide. Isaac Newton a formulé ces lois du mouvement au XVIIe siècle et depuis, personne n'y a trouvé de flèche temporelle. La deuxième loi de Newton vous dit que la force égale la masse fois l'accélération. Si vous remplacez le temps par son négatif dans cette équation, elle fonctionne toujours. Une balle lancée vers le haut retombe avec la même trajectoire qu'elle pourrait théoriquement remonter si toutes les vitesses étaient inversées. C'est élégant, symétrique et complètement en désaccord avec votre expérience quotidienne. Prenons l'analogie du film inversé pour rendre cela concret. Imaginez que vous filmez le système solaire pendant 1 an. Vous voyez la Terre tourner autour du Soleil, la Lune autour de la Terre, tout obéit à la loi de la gravitation universelle. Maintenant, passez ce film à l'envers. Que constatez-vous? Les planètes suivent exactement les mêmes orbites, juste dans l'autre sens. Rien ne paraît étrange ou impossible. Les équations de Newton n'ont aucun problème avec cette inversion. Comparez cela à un film d'une tasse de café qui tombe et se brise sur le sol. Passé à l'envers, vous voyez les morceaux de porcelaine sauter du sol, se rassembler miraculeusement et former une tasse intacte qui remonte sur la table. Votre cerveau rejette immédiatement cette scène comme absurde. Pourtant, du point de vue des lois newtoniennes appliquées à chaque molécule, cette scène inversée ne viole aucune règle fondamentale.
La limite cruciale à comprendre ici est la suivante. Cette théorie de la réversibilité ne dit pas que tout peut effectivement s'inverser dans la pratique. Elle dit simplement que les lois microscopiques, appliquées particule par particule, n'ont pas de préférence temporelle. C'est une distinction subtile mais essentielle. Les lois ne portent pas de flèche du temps, mais cela ne signifie pas que les configurations macroscopiques peuvent facilement revenir en arrière. Pensez à un jeu de cartes mélangées. Les règles de manipulation des cartes n'empêchent pas de reconstituer l'ordre initial, mais la probabilité que cela arrive par hasard est astronomiquement faible. C'est là que se cache le secret, non dans les lois elles-mêmes, mais dans les états initiaux et les probabilités. Passons maintenant aux équations de James Clerk Maxwell qui gouvernent l'électromagnétisme. Ces équations datent du 19e siècle et décrivent comment les champs électriques et magnétiques se propagent dans l'espace. Elles prédisent l'existence des ondes électromagnétiques, de la lumière aux ondes radio. Si vous inversez le temps dans ces équations, elles restent valides. Une onde lumineuse peut théoriquement converger vers sa source au lieu de s'en éloigner. Dans un univers parfaitement symétrique, vous pourriez avoir des ondes qui partent de l'infini et convergent vers un émetteur. Cela semble bizarre, mais ce n'est pas interdit par les lois de Maxwell. La raison pour laquelle vous ne voyez jamais cela dans la relève à nouveau de conditions initiales et de probabilités, pas des équations fondamentales. Même la relativité générale d'Albert Einstein, cette théorie monumentale qui décrit la gravité comme la courbure de l'espace-temps, est réversible. Les équations d'Einstein acceptent des solutions où le temps coule dans les deux sens. Vous pouvez avoir un trou noir qui avale la matière ou, théoriquement, un trou blanc qui la recrache. Les deux sont des solutions valides. L'univers en expansion que nous observons pourrait tout aussi bien, mathématiquement, être un univers en contraction si vous inversiez toutes les vitesses. Les équations ne se soucient pas de la direction. Elles sont aveugles à la distinction entre passé et futur. C'est l'univers lui-même, dans son état actuel, qui semble avoir choisi une direction. Voici maintenant une micro-histoire pour illustrer ce concept de manière viscérale. Imaginez un pendule parfait dans le vide absolu, sans friction, sans résistance de l'air. Vous le lancez et il oscille éternellement avec la même amplitude. Filmez ce pendule et inversez le film. Vous ne pouvez pas dire quelle version est l'originale. Les deux sont identiques. Le pendule obéit aux équations du mouvement harmonique simple et ces équations sont parfaitement symétriques dans le temps. Maintenant, sortez ce pendule du vide et placez-le dans l'air. Il oscille, mais chaque balancement est légèrement plus petit que le précédent. L'amplitude diminue, l'énergie se dissipe en chaleur dans l'air. Filmez cela et inversez le film. Soudain, vous voyez un pendule qui gagne de l'énergie à partir de rien, ces oscillations qui s'amplifient spontanément. Votre intuition hurle que c'est impossible. Mais pourquoi? Les lois de Newton n'ont pas changé. Ce qui a changé, c'est que nous avons introduit des milliards de molécules d'air dont nous ne suivons pas individuellement les trajectoires. Ce qui émerge de cette exploration, c'est une réalisation troublante. Les lois microscopiques sont une chose, mais l'univers macroscopique que vous habitez en est une autre. La symétrie temporelle des équations fondamentales est un fait mathématique indiscutable. Pourtant, cette symétrie disparaît complètement quand vous regardez des systèmes avec un grand nombre de particules. Une bûche brûle et devient cendre, mais les cendres ne se transforment jamais spontanément en bûche. Un glaçon fond dans votre verre, mais l'eau ne gèle jamais spontanément en reformant le glaçon. Ces processus irréversibles dominent votre réalité. Alors,
Où se fait la transition entre le monde réversible des équations et le monde irréversible de l'expérience? La réponse nous attend dans le concept le plus puissant et le plus mystérieux de toute la physique, l'entropie. Et c'est précisément là que nous devons maintenant diriger notre attention. L'entropie est le concept qui va tout changer dans votre compréhension du temps. Ce mot sonne technique, presque intimidant, mais il cache une idée d'une simplicité déconcertante. L'entropie mesure le désordre d'un système, le nombre de façons dont ses composants peuvent être arrangés tout en produisant le même état macroscopique. Un glaçon dans un verre a une faible entropie. Ses molécules sont organisées en cristal. Il n'y a qu'un nombre limité d'arrangements possibles. Quand ce glaçon fond, les molécules d'eau se dispersent dans le liquide, créant un nombre astronomiquement plus grand d'arrangements possibles. L'entropie a augmenté. Et voici le point crucial. Dans l'entropie augmente toujours. C'est le deuxième principe de la thermodynamique, et c'est la première véritable flèche du temps que nous rencontrons. Ludwig Boltzmann, physicien autrichien du 19e siècle, a passé sa vie à décortiquer cette idée. Il a compris quelque chose de profond. L'entropie n'est pas une propriété mystique de la matière, c'est une question de probabilité pure. Imaginez une pièce avec tout l'air concentré dans un coin. C'est un état de faible entropie, hautement ordonné. Maintenant, laissez les molécules se déplacer librement. Elles vont naturellement se disperser dans toute la pièce. Pourquoi? Parce qu'il existe infiniment plus de façons pour les molécules d'être réparties uniformément que concentrées dans un coin. Le système évolue vers les états les plus probables, et les états les plus probables sont ceux de haute entropie. Boltzmann a formulé cela mathématiquement avec une élégance foudroyante. L'entropie n'est pas une loi qui force les choses à se produire, c'est une conséquence statistique du nombre immense de particules en jeu. Voici les 3 étapes claires qui nous font progresser dans cette compréhension. Première étape. Reconnaissez que l'univers contient un nombre colossal de particules. Dans une simple tasse de café, il y a environ 10 puissance 23 molécules. Ce nombre est si grand qu'il dépasse toute intuition humaine. Deuxième étape. Comprenez que chaque arrangement microscopique de ces particules est également probable selon les lois fondamentales. Une molécule, ici ou là, ça ne change rien aux équations de Newton. Troisième étape, réalisez que parmi tous ces arrangements possibles, la vaste majorité correspond à ce que nous appelons désordre ou haute entropie. Les états ordonnés sont extraordinairement rares. C'est comme si vous lanciez 1 million de pièces en l'air. Vous pourriez théoriquement obtenir toute face, mais la probabilité est si infime que cela n'arrivera jamais dans la durée de vie de l'univers. Maintenant, voici la première mini-révélation qui commence à éclairer notre mystère. Le deuxième principe de la thermodynamique dit que l'entropie d'un système isolé augmente toujours. Cela signifie que l'univers évolue des états ordonnés vers les états désordonnés. Un œuf se casse et se mélange au sol, augmentant l'entropie. Une étoile brûle son carburant et disperse son énergie dans l'espace, augmentant l'entropie. Votre corps vieillit, ses structures cellulaires se dégradent progressivement, augmentant l'entropie. Cette augmentation constante de l'entropie donne une direction au temps. Vous appelez passé la direction de moindre entropie et futur la direction de plus grande entropie. Pour la première fois, nous avons quelque chose qui distingue hier de demain, la croissance inexorable du désordre. Mais attendez, voici le réhoc qui devrait vous interpeller autour de cette minute 8-9 dans notre parcours. Si l'entropie augmente toujours, cela signifie que dans le passé, l'entropie était plus faible.
Plus vous remontez dans le temps, plus l'univers était ordonné. Continuez à remonter suffisamment loin et vous arrivez à un point où l'entropie était extraordinairement basse. Cet état initial hautement ordonné est profondément mystérieux. Pourquoi l'univers a-t-il commencé dans un état si improbable? C'est comme si vous lanciez ce million de pièces et obteniez effectivement toute face. Les lois de la physique n'interdisent pas cela, mais elles ne l'expliquent pas non plus. Nous venons de toucher le cœur du mystère cosmique qui sera dévoilé plus tard. L'entropie crée aussi quelque chose de subtil et fascinant. Elle crée des corrélations entre le passé et le présent, mais pas entre le présent et le futur. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé hier parce que des traces physiques existent maintenant. Des neurones connectés dans votre cerveau, des photos sur votre téléphone, des empreintes dans la poussière. Toutes ces traces sont des états de basse entropie qui ont persisté depuis le passé. Mais vous ne pouvez pas vous souvenir de demain. Pourquoi? Parce que les corrélations physiques n'existent pas encore. Elles seront créées par les processus futurs d'augmentation d'entropie. Votre mémoire elle-même est une manifestation de la flèche thermodynamique du temps. Vous ne vous souvenez que dans une direction parce que les traces physiques ne pointent que dans une direction. Boltzmann a compris tout cela avec une clarté terrifiante, mais cette compréhension l'a aussi hanté. Il a passé des années à défendre ses idées contre des critiques féroces. Certains physiciens de son époque refusaient même d'accepter l'existence des atomes. D'autres soulevaient des objections redoutables que nous explorerons bientôt. Boltzmann a fini par sombrer dans la dépression et s'est suicidé en 1906. Des décennies plus tard, sa formule de l'entropie a été gravée sur sa pierre tombale à Vienne. C'est l'un des destins les plus tragiques de l'histoire de l'art. Un homme qui a vu plus profondément que ses contemporains dans la du temps, mais qui n'a pas vécu assez longtemps pour voir ses idées triompher. Ce que Boltzmann nous a légué, c'est cette intuition vertigineuse. La flèche du temps n'est pas inscrite dans les lois fondamentales. Elle émerge de la statistique des grands nombres. Le temps a une direction parce que l'univers évolue vers les états les plus probables. Et ces états sont ceux de haute entropie. C'est élégant, puissant, et cela résout presque le paradoxe. Presque. Parce que maintenant, nous devons affronter la contre-attaque la plus dévastatrice jamais lancée contre cette théorie, le paradoxe de Loschmidt. Et cette objection va nous forcer à reconsidérer tout ce que nous venons d'établir. En 1876, Joseph Loschmidt, collègue et ami de Boltzmann, a lancé une objection qui continue de résonner dans les débats sur le temps. Son argument était d'une simplicité dévastatrice. Si les lois fondamentales de la physique sont réversibles, alors pour chaque processus où l'entropie augmente, il devrait exister un processus symétrique où l'entropie diminue. Imaginez un gaz se dispersant dans une pièce, passant d'un coin à une distribution uniforme. Selon Boltzmann, l'entropie augmente, mais Loschmidt a dit « Prenez cet état final, inversez toutes les vitesses de toutes les molécules et laissez le système évoluer. Les lois de Newton garantissent que le gaz va se reconcentrer exactement dans le coin d'origine. L'entropie vient de diminuer. Si c'est possible en principe, pourquoi ne le voyons-nous jamais en pratique? » L'objection frappe au cœur de la théorie de Boltzmann. Voici l'analogie qui clarifie le paradoxe de Loschmidt. Imaginez une table de billard avec 15 billes parfaitement immobiles, toutes regroupées en triangle au centre. Vous frappez la bille blanche et le triangle explose. Les billes roulent dans toutes les directions, rebondissent sur les bords, se dispersent chaotiquement. Maintenant, imaginez que vous filmez cette scène. À l'instant précis où les billes atteignent leur dispersion maximale, vous appuyez sur pause. Ensuite, vous inversez chaque vitesse de chaque bille avec une précision absolue. Vous relancez le système.
Les lois de Newton exigent que les billes refassent exactement le même parcours en sens inverse, convergeant miraculeusement vers le centre et reformant le triangle parfait. C'est mathématiquement garanti, mais dans la réalité, la moindre imprécision, la plus infime perturbation, rend cela impossible. Loschmidt demandait si la théorie permet la diminution d'entropie aussi facilement que son augmentation, pourquoi l'univers choisit-il toujours l'augmentation? La condition limite cruciale ici est celle de la précision. Pour inverser un processus et faire diminuer l'entropie, vous devriez connaître et contrôler la position et la vitesse de chaque particule avec une exactitude parfaite. Dans notre univers, c'est impossible. Le principe d'incertitude de Heisenberg l'interdit au niveau quantique. Les perturbations extérieures l'interdisent au niveau classique. Même une fluctuation thermique microscopique suffit à détruire la délicate chorégraphie nécessaire pour inverser le processus. Loschmidt avait raison en principe. Les lois permettent la réversibilité, mais il sous-estimait l'incroyable sensibilité des systèmes chaotiques aux conditions initiales. Ce que nous appelons irréversibilité n'est pas une loi absolue. C'est une impossibilité pratique née de la complexité. Boltzmann a répondu à Loschmidt avec un argument profond qui mérite notre attention totale. Il a dit « Oui, vous pouvez en principe inverser les vitesses et faire diminuer l'entropie, mais vous devez comprendre ce que cela signifie réellement. Vous créez artificiellement un état extrêmement improbable, un état de corrélation parfaite entre des milliards de particules. Cet état spécial, préparé avec soin, va effectivement évoluer vers une entropie plus basse pendant un moment. Mais cette diminution temporaire requiert une information colossale et une intervention extérieure qui, elle-même, augmente l'entropie ailleurs dans l'univers. L'entropie totale de l'univers, incluant vous et votre appareil de mesure, continue d'augmenter. Vous n'avez pas vaincu le deuxième principe, vous l'avez simplement déplacé. C'est la réponse honnête qui construit la confiance. Boltzmann admet la possibilité théorique, mais montre pourquoi elle ne menace pas sa théorie globale. Maintenant, voici le Réhouk numéro 2, le détail que personne ne vous raconte dans les cours de thermodynamique. L'entropie n'augmente pas à cause d'une loi mystérieuse qui force les choses à se désorganiser. Elle augmente parce que vous ne suivez pas toute l'information du système. Quand vous dites qu'un gaz a une certaine température et pression, vous résumez le comportement de milliards de molécules avec seulement 2 nombres. Vous jetez une quantité astronomique d'informations sur les positions et vitesses individuelles. Cette information perdue est précisément ce qui crée l'augmentation apparente d'entropie. Si vous pouviez suivre chaque particule individuellement avec une précision parfaite, vous verriez que l'entropie microscopique ne change jamais. C'est seulement au niveau macroscopique, où vous moyennez sur des milliards de degrés de liberté, que l'entropie augmente. La flèche du temps émerge de votre ignorance nécessaire des détails microscopiques. Cette réalisation ouvre une perspective vertigineuse. Vous ne vivez pas vraiment dans un univers où le temps a objectivement une direction. Vous vivez dans un univers où votre interaction avec lui, votre incapacité à traiter une information infinie, crée l'apparence d'une direction temporelle. Un être hypothétique qui pourrait suivre chaque particule de l'univers ne verrait aucune flèche du temps. Pour lui, passé et futur seraient parfaitement symétriques, mais vous n'êtes pas cet être. Vous êtes un système macroscopique avec une mémoire limitée, plongé dans un océan de particules dont vous ne pouvez saisir que les moyennes statistiques. C'est cette limitation fondamentale qui crée votre perception du temps qui passe. Le paradoxe de Loschmidt
nous force donc à raffiner notre compréhension. La flèche thermodynamique du temps n'est pas absolue, elle est relative à notre perspective de système macroscopique. Elle émerge de la combinaison de 3 éléments: les lois microscopiques, réversibles, le nombre colossal de particules et notre incapacité à accéder à l'information complète. Enlevez n'importe lequel de ces 3 éléments et la flèche disparaît. C'est une leçon d'humilité profonde. Le temps n'est pas une propriété intrinsèque de l'univers, c'est une propriété de notre relation avec lui. Et cette relation est façonnée par les limites de notre perception et de notre mémoire. Ce qui nous amène précisément à la question suivante. Qu'est-ce que la mémoire, vraiment? Et pourquoi ne fonctionne-t-elle que dans une direction? La réponse va nous forcer à reconsidérer la même de la conscience et de l'expérience subjective du temps. Voici la twist conceptuelle qui réordonne tout ce que nous avons établi jusqu'ici. Votre mémoire n'est pas simplement un enregistrement passif du passé. C'est une structure thermodynamique, un état de basse entropie créé par les processus physiques qui vous ont façonné. Chaque souvenir dans votre cerveau correspond à des connexions synaptiques spécifiques, des configurations de neurones qui portent la trace d'événements antérieurs. Ces traces existent maintenant, dans le présent, parce que l'univers était dans un état d'entropie plus faible dans le passé. Vous ne vous souvenez que d'une direction du temps parce que les corrélations physiques ne pointent que dans une direction. C'est la clôture de notre boucle de curiosité numéro 2. Ce que vous appelez mémoire n'est qu'une manifestation de la flèche thermodynamique, une illusion née de la symétrie entropique de l'univers. Pensez à la différence fondamentale entre passé et futur du point de vue de l'information. Quand vous regardez le passé, vous voyez des traces partout, des photos jaunies dans un album, des fossiles incrustés dans la roche, des cicatrices sur votre peau, des souvenirs dans votre esprit. Toutes ces traces sont des états ordonnés qui ont persisté malgré la tendance générale au désordre. Elles sont les vestiges d'états de plus basse entropie. Maintenant, regardez vers le futur. Vous ne voyez aucune trace, aucun vestige, aucune cicatrice de ce qui va arriver. Pourquoi cette asymétrie radicale? Parce que les traces physiques sont créées par des processus irréversibles d'augmentation d'entropie. Ces processus transforment des états ordonnés en états désordonnés, laissant derrière eux des corrélations qui pointent vers le passé, mais jamais vers le futur. Votre cerveau lui-même est une machine à créer des traces, et ces traces définissent votre sens du temps. Voici un cas d'étude sous un angle radicalement différent qui va illuminer cette idée. Imaginez que vous trouvez une empreinte de pas dans le sable sur une plage déserte. Immédiatement, vous déduisez qu'une personne est passée ici dans le passé. L'empreinte est une trace, une corrélation entre l'état présent du sable et un événement antérieur. Maintenant, posez-vous cette question. Pourriez-vous trouver une anti-empreinte, une configuration du sable qui vous indiquerait qu'une personne va passer ici dans le futur? C'est absurde. Les traces ne pointent que vers le passé parce qu'elles sont créées par des processus qui augmentent l'entropie. Une personne marchant dans le sable transforme un état ordonné en un état plus désordonné, laissant une marque. Mais il n'existe aucun processus naturel qui crée des configurations ordonnées pointant vers le futur. C'est pourquoi la causalité semble avoir une direction. Les causes laissent des traces, les effets futurs n'en laissent pas. Maintenant, posons la question réflexive qui personnalise ces implications. Que signifie tout cela pour votre expérience subjective du temps? Vous avez l'impression de progresser du passé vers le futur, de vivre moment après moment dans une direction définie. Mais cette impression est-elle réelle ou construite?
Selon ce que nous avons découvert, votre sens du temps émerge entièrement de la symétrie des traces physiques dans votre cerveau. Vous vous souvenez du passé parce que des états de basse entropie ont persisté sous forme de connexions neuronales. Vous n'anticipez pas le futur de la même manière parce que ces connexions n'existent pas encore. Votre conscience du temps n'est pas une perception directe d'une propriété objective de l'univers. C'est une construction née de votre structure thermodynamique interne. Vous êtes une machine à mémoire plongée dans un univers qui évolue vers le désordre. Et cette combinaison crée votre vécu temporel. Cette réalisation a des conséquences philosophiques vertigineuses. Si la flèche psychologique du temps, votre sentiment de progresser du passé vers le futur, est déterminée par la flèche thermodynamique, alors elle dépend de l'état global de l'univers. Dans un univers hypothétique où l'entropie diminuerait, les êtres conscients auraient une flèche psychologique inversée. Ils se souviendraient de ce que nous appelons le futur et oublieraient ce que nous appelons le passé. Pour eux, notre futur serait leur passé. Mais voici le paradoxe fascinant. Ces êtres penseraient exactement comme vous. Ils auraient l'impression que le temps avance, que les causes précèdent les effets, que le passé est fixe et le futur ouvert. La direction du temps est relative à la direction de l'augmentation d'entropie. Et les êtres conscients s'alignent toujours avec cette direction parce que leur mémoire est faite de traces thermodynamiques. Il existe une autre dimension troublante à explorer. Votre mémoire est imparfaite, fragmentaire, souvent déformée. Vous oubliez des détails, vous reconstruisez des événements, vous mélangez des souvenirs. Pourquoi? Parce que maintenir des traces précises requiert de l'énergie et combat l'augmentation naturelle de l'entropie. Chaque fois que vous vous souvenez de quelque chose, vous recréez partiellement ces connexions neuronales, luttant contre la tendance au désordre. Mais cette lutte est imparfaite. Les traces s'estompent, se dégradent, se mélangent avec d'autres. Votre mémoire n'est pas un enregistrement fidèle du passé, c'est un ensemble de traces qui survivent au flux anthropique. Et ces traces définissent non seulement ce dont vous vous souvenez, mais aussi qui vous êtes. Votre identité personnelle est une construction thermodynamique, un motif de basse entropie maintenu temporairement contre le flot du désordre cosmique. Voici la révélation qui clôture cette section avec force. Vous ne pouvez pas oublier le passé au sens où vous ne pouvez pas effacer les corrélations physiques qui existent maintenant. Ces corrélations sont inscrites dans la structure même de l'univers, dans les photons qui voyagent depuis des milliards d'années, dans les fossiles enfouis dans la Terre, dans les cicatrices sur votre corps. Le passé laisse des marques indélébiles parce que l'entropie était plus basse. Le futur ne laisse aucune marque parce qu'il n'existe pas encore sous forme de corrélation physique. Cette asymétrie fondamentale entre traces du passé et absence de traces du futur est ce qui crée votre expérience vécue du temps. Et maintenant, nous devons plonger encore plus profondément vers le niveau quantique, où une nouvelle source d'irréversibilité nous attend. Descendons maintenant au niveau le plus fondamental de la réalité, le monde quantique. Ici, une nouvelle forme d'irréversibilité apparaît, distincte de la flèche thermodynamique, mais tout aussi troublante. C'est le processus de décohérence quantique, et il pourrait être la source ultime de la flèche du temps. Dans le monde quantique, une particule n'existe pas dans un état défini avant d'être mesurée. Elle existe dans une superposition de tous les états possibles simultanément. Un électron peut être ici et là-bas en même temps, tourner dans le sens horaire et anti-horaire simultanément. C'est la bizarre de la mécanique quantique. Mais dès que vous effectuez une mesure, cette superposition s'effondre brutalement vers un état unique. Et voici le point crucial. Cet effondrement est irréversible.
vous ne pouvez pas défaire une mesure et restaurer la superposition originale. Cette irréversibilité quantique pourrait être plus fondamentale que l'irréversibilité thermodynamique. Voici la pratique mentale en 3 étapes concrètes pour comprendre cette différence profonde. Première étape. Imaginez un électron dans une superposition de spin haut et spin bas. Avant toute mesure, il est littéralement dans les 2 états à la fois, une réalité fantomatique que les équations de Schrödinger décrivent parfaitement. Deuxième étape, vous placez un détecteur qui mesure le spin. Au moment de l'interaction, la superposition disparaît instantanément et l'électron se retrouve soit en spin haut, soit en spin bas, jamais les 2. Troisième étape, essayez de revenir en arrière. Vous ne pouvez pas. L'information sur la phase relative entre les 2 états de superposition a été perdue dans l'environnement, dispersée parmi les innombrables particules du détecteur. Cette perte d'information est irréversible et c'est ce qu'on appelle la décohérence. La différence avec la thermodynamique classique est subtile mais vitale. Ici, l'irréversibilité n'est pas seulement pratique, elle pourrait être fondamentale. La décohérence quantique se produit parce que les systèmes quantiques ne sont jamais vraiment isolés. Votre électron en superposition interagit constamment avec son environnement. Les photons thermiques qui le bombardent, les molécules d'air qui le frôlent, le champ électromagnétique ambiant. Chaque interaction transfère de l'information sur l'état de l'électron vers l'environnement. Cette information se disperse si rapidement et si largement qu'elle devient impossible à récupérer. En une fraction infinitésimale de seconde, des milliards de particules environnantes portent des traces de l'état de votre électron. La superposition quantique devient une superposition classique statistique, indistinguable en pratique d'un simple mélange probabiliste. C'est la transition du quantique au classique et c'est profondément irréversible. L'environnement agit comme un observateur permanent qui détruit sans cesse les superpositions quantiques. Maintenant, la question réflexive qui personnalise ces implications. Que signifie cela pour votre expérience consciente de la réalité? Vous ne voyez jamais de superposition quantique dans votre vie quotidienne. Les chats ne sont jamais morts et vivants simultanément. Les balles de tennis ne traversent pas 2 fentes à la fois de manière observable. Pourquoi? Parce que la décohérence détruit ces superpositions presque instantanément pour les objets macroscopiques. Votre cerveau, constitué de milliards de neurones baignant dans un environnement thermique, décohère en permanence. Chaque état neuronal s'effondre vers une configuration classique définie en quelques milliardièmes de seconde. Vous ne pouvez jamais être dans une superposition de pensée parce que la décohérence vous ancre constamment dans un état classique unique. Cette impossibilité quantique de maintenir des superpositions macroscopiques pourrait être une autre source fondamentale de la flèche du temps. Voici le pattern interrupt sous forme de paradoxe revisité. Souvenez-vous du chat de Schrödinger, cet animal hypothétique enfermé dans une boîte avec un mécanisme quantique qui le tue ou l'épargne. Selon l'interprétation standard de la mécanique quantique, le chat reste en superposition de mort et vivant jusqu'à ce que vous ouvriez la boîte. Mais la décohérence nous dit quelque chose de différent. Le chat lui-même est un système macroscopique, massif, qui interagit avec l'air de la boîte, les photons thermiques, les vibrations. Ces interactions provoquent une décohérence quasi instantanée. Le chat n'est jamais réellement en superposition, il est soit mort, soit vivant, dès que le mécanisme quantique se déclenche, bien avant que vous n'ouvriez la boîte. L'observateur conscient n'est pas nécessaire pour effondrer la fonction d'onde. L'environnement physique suffit. Cette réalisation,
change tout dans notre compréhension de la mesure quantique et de son lien avec le temps. La décohérence pourrait résoudre un mystère profond que nous avons rencontré plus tôt. Rappelez-vous le paradoxe de Loschmidt. Pourquoi ne pouvons-nous pas inverser les vitesses et faire diminuer l'entropie? La réponse thermodynamique était que c'est pratiquement impossible à cause de la sensibilité aux conditions initiales. Mais la décohérence ajoute une contrainte plus fondamentale. Même si vous pouviez inverser toutes les vitesses classiques, vous ne pourriez pas inverser les phases quantiques qui ont été dispersées dans l'environnement par décohérence. Cette information quantique perdue rend l'inversion littéralement impossible, pas seulement impratique. La décohérence crée une flèche du temps au niveau quantique qui pourrait être absolue, pas seulement statistique. C'est une possibilité vertigineuse. La direction du temps pourrait être gravée dans la structure même de la mécanique quantique. Pourtant, même cette explication rencontre une limite troublante. Les équations de la mécanique quantique, comme celles de Newton et Maxwell, sont fondamentalement réversibles. L'équation de Schrödinger fonctionne aussi bien en marche avant qu'en marche arrière. La décohérence émerge de l'interaction avec l'environnement, mais cette interaction elle-même obéit à des lois réversibles. Nous semblons tourner en rond. Pour vraiment comprendre pourquoi le temps a une direction, nous devons regarder encore plus loin, vers l'origine même de l'univers. Et c'est précisément là que nous allons maintenant nous diriger, vers le Big Bang et la condition initiale mystérieuse qui pourrait contenir la clé finale de notre énigme. Nous arrivons maintenant au cœur du mystère cosmique, au point où tout converge. La flèche du temps ne vient ni des lois fondamentales, ni de la décohérence quantique seule. Elle vient de l'état initial extraordinairement spécial de l'univers. Il y a 13,8 milliards d'années, l'univers entier était concentré dans un état d'entropie incroyablement basse, d'une densité et d'une température inimaginables. C'est le Big Bang. Et c'est cet événement unique qui a créé la flèche du temps que vous expérimentez chaque seconde de votre vie. Voici la révélation promise depuis le début. La direction du temps provient de la condition initiale exceptionnelle de l'univers primordial. Tout ce que nous avons exploré jusqu'ici, l'entropie, la mémoire, la décohérence, découle de ce fait cosmologique fondamental. Sans un Big Bang à basse entropie, il n'y aurait aucune flèche du temps. Comprenons pourquoi cet état initial est si crucial et si mystérieux. L'entropie mesure le nombre de façons dont les composants d'un système peuvent être arrangés. Un univers homogène, avec la matière et l'énergie uniformément réparties, a une entropie maximale. C'est l'état le plus probable statistiquement. Mais l'univers primordial n'était pas homogène. Il était incroyablement lisse et uniforme à grande échelle, certes, mais cette uniformité représentait un état de très basse entropie parce que toute la matière et l'énergie étaient concentrées dans un volume minuscule. C'est comme si vous trouviez toutes les molécules d'air d'une pièce rassemblées dans un coin, un état hautement improbable. Depuis cet instant initial, l'univers n'a fait qu'augmenter son entropie. Les galaxies se sont formées, les étoiles ont brûlé, les trous noirs ont avalé la matière. Chaque processus cosmique depuis 14 milliards d'années est une marche vers le désordre croissant. Mais voici la question qui hante les cosmologistes. Pourquoi l'univers a-t-il commencé dans cet état si improbable? Les lois de la physique n'exigent pas un Big Bang à basse entropie. Mathématiquement, l'univers aurait pu commencer dans n'importe quel état. Un univers initial à haute entropie, déjà en désordre maximal, serait infiniment plus probable. Pourtant, ce n'est pas ce que nous observons.
Notre univers a commencé ordonné et a évolué vers le désordre. Cette asymétrie cosmologique est le fondement de toutes les autres asymétries temporelles. C'est elle qui permet à l'entropie d'augmenter, aux souvenirs de se former, aux étoiles de vieillir. Sans ce point de départ spécial, l'univers serait un chaos thermique, sans structure, sans vie, sans temps perceptible. Le Big Bang n'est pas seulement l'origine de l'espace et de la matière, c'est l'origine du temps lui-même en tant que concept directionnel. Les implications sont vertigineuses. Imaginez l'univers comme un film cosmique. Vous êtes au milieu du film, regardant l'entropie augmenter vers le futur. Mais si vous rembobinez ce film suffisamment loin, vous arrivez au Big Bang, un état de basse entropie presque parfaite. Continuez à rembobiner au-delà et les équations de la relativité générale se brisent. Nous ne savons pas ce qui se passe avant le temps de Planck, environ 10 puissance moins 43 secondes après le Big Bang. À cette échelle, la gravité quantique domine et nos théories actuelles échouent. Peut-être qu'il n'y a pas de avant. Peut-être que le temps lui-même commence avec le Big Bang. Ou peut-être que l'univers fait partie d'un multivers éternel où des Big Bangs se produisent constamment, créant des poches d'espace-temps avec leurs propres flèches du temps local. Ces possibilités repoussent les limites de ce que l'on peut actuellement explorer. Voici l'analogie qui clarifie cette relation entre conditions initiales et flèches du temps. Pensez à une vidéo d'un verre qui se brise sur le sol. Vous savez immédiatement quelle direction est le futur. Le verre intact qui tombe et se fracasse. Inversez la vidéo et elle devient absurde. Maintenant, pourquoi savez-vous cela? Parce que le verre intact est un état de basse entropie comparé au tesson dispersé. Votre capacité à identifier la direction du temps vient de l'asymétrie entropique. Transposez cela à l'échelle cosmique. Le Big Bang est le verre intact. L'univers actuel, avec ses galaxies, ses trous noirs, son rayonnement de fond cosmique, est l'état de tesson dispersé. La seule raison pour laquelle vous pouvez dire que le Big Bang était dans le passé est que c'était un état de plus basse entropie. Si l'univers avait commencé avec une entropie maximale, il n'y aurait aucune façon de distinguer passé et futur. Cette réalisation révèle quelque chose de profond sur la de l'explication scientifique. Nous pouvons expliquer pourquoi l'entropie augmente en partant d'un état de basse entropie. C'est la statistique de Boltzmann. Mais nous ne pouvons pas expliquer pourquoi l'univers a commencé dans cet état de basse entropie. C'est une condition initiale que nous devons accepter comme un fait brut. Certains physiciens proposent des mécanismes cosmologiques comme l'inflation cosmique qui pourraient expliquer l'uniformité initiale. Mais même ces théories requièrent leurs propres conditions initiales spéciales. Nous semblons incapables d'échapper à la nécessité d'un point de départ exceptionnel. C'est peut-être la limite ultime de là. Nous pouvons expliquer comment l'univers évolue, mais pas pourquoi il a commencé comme il l'a fait. La ligne mémorable qui encapsule cette révélation est celle-ci. La flèche du temps est la mémoire cosmique du Big Bang, gravée dans chaque processus physique de l'univers. Chaque fois qu'un œuf se brise, qu'une étoile vieillit, qu'un souvenir se forme dans votre cerveau, c'est l'écho lointain de cette condition initiale extraordinaire. Vous êtes un fragment d'univers qui porte en lui la trace de son origine. Votre capacité à vous souvenir du passé, à percevoir le passage du temps, à vieillir, tout cela découle d'un événement qui s'est produit il y a près de 14 milliards d'années. Le temps n'est pas une propriété intrinsèque de l'espace-temps. C'est une conséquence contingente de l'histoire cosmique. Et cette histoire a commencé par un mystère que nous n'avons toujours pas résolu. Pourquoi quelque chose plutôt que rien? Et pourquoi cet état initial particulier?
plutôt qu'un autre. Nous voici arrivés au terme de notre voyage à travers le mystère du temps. Résumons en 3 battements ce que nous avons découvert. Premier battement, ce que vous croyiez. Vous pensiez que le temps était une propriété fondamentale de l'univers, une dimension qui s'écoule objectivement du passé vers le futur, indépendamment de tout observateur. Vous pensiez que les lois de la physique portaient en elles cette direction temporelle que la elle-même distinguait hier de demain. Cette intuition est profondément ancrée dans votre expérience quotidienne. Vous vieillissez, les souvenirs s'accumulent, les événements se succèdent dans un ordre immuable. Le temps semblait être le cadre absolu dans lequel tout le reste se déroule, une vérité aussi évidente que l'espace qui vous entoure. Deuxième battement, ce que vous avez vu. Les lois fondamentales de la physique sont complètement symétriques dans le temps. Les équations de Newton, Maxwell, Einstein, même Schrödinger, fonctionnent identiquement en marche avant ou arrière. Aucune loi microscopique ne privilégie une direction temporelle. L'irréversibilité que vous observez partout n'est pas une propriété des lois elles-mêmes. C'est une propriété statistique émergente des systèmes avec un nombre colossal de particules. L'entropie augmente parce que les états désordonnés sont infiniment plus nombreux que les états ordonnés. Votre mémoire ne fonctionne que vers le passé parce que les traces physiques ne se forment que par des processus d'augmentation d'entropie. La décohérence quantique renforce cette irréversibilité en dispersant l'information dans l'environnement. Et tout cela, absolument tout, découle d'une condition initiale mystérieuse. Le Big Bang était un état d'entropie extraordinairement basse dont nous ne comprenons toujours pas l'origine. Troisième battement, ce que cela signifie. La flèche du temps n'est pas une illusion, mais elle n'est pas non plus une propriété intrinsèque des lois physiques. C'est une propriété contingente de l'histoire cosmique. Un accident peut-être, ou peut-être une nécessité que nous ne comprenons pas encore. Vous vivez dans un univers qui vieillit, qui évolue inexorablement d'un état ordonné vers un état désordonné. Chaque instant de votre existence est marqué par cette évolution. Vous êtes un processus thermodynamique complexe, une structure de basse entropie maintenue temporairement par un flux constant d'énergie luttant contre la marée montante du désordre cosmique. Votre conscience du temps, votre capacité à vous souvenir et à planifier, votre sentiment d'identité personnelle, tout cela émerge de votre rôle d'observateur macroscopique plongé dans un univers avec une flèche thermodynamique. Le temps tel que vous l'expérimentez est réel, mais il est relatif à votre perspective et à l'état global de l'univers. Cette compréhension transforme votre relation avec l'existence. Vous n'êtes pas un spectateur passif du temps qui passe. Vous êtes un participant actif dans le processus cosmique d'augmentation d'entropie. Chaque pensée que vous formez, chaque décision que vous prenez, chaque souvenir que vous créez augmente l'entropie totale de l'univers. Vous contribuez à la flèche du temps par votre simple existence. C'est à la fois humiliant et extraordinaire. Humiliant parce que cela révèle que votre expérience subjective du temps n'est qu'une perspective locale dans un univers beaucoup plus vaste et étrange. Extraordinaire parce que cela signifie que vous êtes intimement connecté à l'histoire cosmique la plus profonde, celle qui remonte au Big Bang lui-même. Chaque battement de votre cœur est un écho de cet événement primordial. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. De nouvelles questions émergent, plus profondes encore. Si l'univers continue d'augmenter son entropie indéfiniment, que se passe-t-il à la fin? Les cosmologistes prédisent ce qu'on appelle la mort thermique de l'univers.
un état d'entropie maximale où toutes les différences de température se sont estompées, où toutes les étoiles sont éteintes, où tous les trous noirs se sont évaporés. Dans cet état final, il n'y aurait plus de flèche du temps perceptible. Le temps continuerait peut-être à exister mathématiquement, mais il n'y aurait plus de processus irréversible pour le marquer. C'est un futur lointain, dans des milliards de milliards d'années, mais c'est la destination finale de notre voyage cosmique. L'univers né dans l'ordre finira dans le chaos absolu. Et entre ces deux extrêmes, vous existez, un bref moment de complexité et de conscience dans la longue marche vers l'équilibre thermique. Voici la graine d'anticipation pour le prochain chapitre de notre exploration. Nous avons parlé du Big Bang comme d'une condition initiale mystérieuse, mais que se passe-t-il si notre univers n'est qu'un parmi une infinité d'autres? Le concept de multivers suggère que des Big Bangs se produisent constamment, créant des univers bulles avec leurs propres lois physiques, leurs propres constantes fondamentales et peut-être leurs propres flèches du temps. Dans certains de ces univers, l'entropie pourrait diminuer au lieu d'augmenter. Dans d'autres, le temps pourrait avoir des propriétés complètement étrangères à notre expérience. Cette possibilité vertigineuse ouvre de nouvelles perspectives sur la du temps et de la réalité elle-même. Mais cette exploration devra attendre notre prochain voyage ensemble. Si cette plongée dans le mystère du temps a fait vibrer quelque chose en vous, si elle a ouvert une fissure dans votre compréhension de la réalité, alors rejoins la communauté d'El Observador Quantico. Chaque semaine, nous explorons ces questions qui se tiennent à la frontière entre physique, philosophie et conscience. Le prochain chapitre nous emmènera encore plus loin, vers les implications du multivers et la possibilité que le temps lui-même soit une propriété émergente de structures plus fondamentales encore. En attendant, regardez autour de vous. Observez l'irréversibilité qui marque chaque instant. Sentez votre mémoire qui se construit seconde après seconde. Vous êtes un témoin privilégié de l'une des asymétries les plus profondes de l'univers. Et maintenant, vous savez pourquoi.